Salut les amis, bienvenue dans cet épisode de Passionnés de voitures. Aujourd'hui, on va parler de BMW anciennes, beaucoup, et de voitures électriques, un petit peu. À force de prendre des coups par les trolls de la voiture thermique et des coups par les trolls de la voiture électrique, si je parle de l'un ou de l'autre sujet, je me suis dit que j'allais parler des deux. Aujourd'hui, qu'on parle de voiture thermique, de voiture électrique ou de voiture hybride, on a bien sûr tous notre opinion, mais elles font toutes partie du patrimoine et elles font toutes partie du panorama actuel de l'automobile. Comme je suis contre tous les extrémismes et les étroitesses de vue, eh bien j'ai décidé de vous présenter dans cette série toute une panoplie de gens complètement différents qui aiment les voitures et qui les aiment tellement qu'ils les aiment toutes, qu'elles soient essence, qu'elles soient diesel, qu'elles soient électriques ou hybrides, peu importe. Et je vous propose donc de commencer notre panorama avec deux magnifiques voitures. C'est parti, on y va. Vous voyez, Maggie est derrière moi et vu comme je suis chargé, eh ben elle va rester là. Parce que notre rendez-vous n'est pas très loin de la maison. On va aller voir quelqu'un que vous connaissez déjà et découvrir une auto assez sympathique qui vont rappeler plein de souvenirs à plein de gens. On est en pleine nature, hein. Vous avez vu que je suis parti à pied, mais on n'est pas venu à pied quand même. Et vous connaissez déjà Christophe. On avait fait un épisode sur sa Ioniq. Je vous mets en fiche et dans les commentaires en bas le lien vers la vidéo. Et donc Christophe est tombé dans la voiture électrique, mais pas que. Et on en avait parlé, on l'avait évoqué lors de notre reportage de l'époque. Et aujourd'hui, on va voir une de ces voitures, qui est une BMW E30. Que Christophe va nous présenter. Donc comme l'a dit Didier, c'est une BMW E30 qui date du début des années 90, donc une phase 2. C'est ma deuxième BMW ancienne. Et j'ai eu ça par l'intermédiaire d'un ami. J'en profiterai au fur et à mesure pour saluer un peu tout le monde qui a participé à cette aventure. Donc le premier d'entre eux, c'est Nicolas qui m'a permis d'avoir cette voiture. Il m'a passé un jour un coup de téléphone et il m'a dit Christophe, faut que tu viennes, j'ai une voiture pour toi. En fait, quelqu'un voulait lui donner cette voiture et lui étant plutôt passionné de Renault à ce moment-là, il a pensé à moi en se disant que je pourrais en prendre soin et je pense que je ne l'aurais pas déçu, il le verra dans cette vidéo. Et donc du coup, je suis allé voir une de ses connaissances qui voulait lui donner la voiture. Et donc à la base pas très intéressé par la motorisation et tout ça, mais en voyant l'état de la voiture et un petit peu son histoire, et ben voilà, je suis devenu propriétaire de cette voiture, j'en ai pris soin, le démarrage a été un petit peu difficile avec des problèmes moteurs, un petit peu d'argent investi quand même pour la remettre en état. Pas mal d'aventures aussi, c'est la première voiture où j'ai vraiment travaillé pratiquement seul dessus. Pour les autres, j'avais toujours été aidé un petit peu par Tarence et là, il m'a laissé un peu voler de mes propres ailes pour tout ce qui était culasse, distribution, etc. Donc c'est une voiture que j'ai remontée entre guillemets de mes mains, sur la partie moteur. Donc voilà, encore un petit merci à Tarence, ou plutôt un grand merci à Tarence pour le coup de main, les conseils, et puis pour quelque part m'avoir poussé un peu à le faire tout seul. Puis après, pour la mise au point et trouver les pièces qui me manquaient un petit peu pour les essais autour du moteur et la mise au point, je voudrais aussi remercier Julien et Robert qui ont été des partenaires fidèles pour remettre ça en état correctement. Voilà, donc voilà un peu pour l'histoire de cette voiture. Elle appartenait à une dame âgée au moment où je l'ai récupérée. En fait, elle souhaitait plus rouler en voiture. Donc, j'ai un historique complet de la voiture. C'était quelqu'un qui avait vraiment pris soin de tout noter. Vous verrez d'ailleurs dans la vidéo une petite image de la fiche des consommations pendant le rodage. Donc, on sent que dès le départ, il y a un soin particulier qui a été pris. Et on le voit encore aujourd'hui sur la voiture qui est entièrement d'origine, sauf les jantes. Elles étaient en tôle. Là, j'ai mis des jantes alu qui étaient une option de l'époque. Et l'autoradio, c'est les deux seules modifications, tout le reste est d'origine, peinture, etc. Tout est comme ça. Ça a juste été bien astiqué et voilà, vous avez le résultat sous les yeux. Donc Christophe, c'est une 316i, si j'ai bien compris, avec un paquet d'options quand même. Voilà, donc il y a effectivement quelques options.
Donc c'est une 316i à moteur M40, donc à courroie de distribution. Et là-dessus ont été rajoutés, donc c'est la version de base de l'époque, là-dessus ont été rajoutées des options sympas comme la direction assistée, l'ABS, une alarme, le toit ouvrant. Et voilà, ça en fait une voiture assez polyvalente, un réservoir qui équipait normalement les 6 cylindres aussi, donc de plus de 60 litres. Donc voilà, elle a été correctement optionnée. Tu m'as raconté une petite anecdote au sujet d'une option qui aurait dû être sur la voiture en toute logique pour toute personne normalement constituée, même à l'époque. Raconte-nous. Donc en fait, quand je l'ai pris, voilà, je l'ai eu, on va dire rapidement. Je me suis pas forcément focalisé sur les options. Voilà, cette voiture-là, elle avait une histoire. C'est un copain qui me l'avait présentée. Voilà, on la prend telle qu'elle est, on réfléchit pas, j'étais super content de la voir et je me suis dit à un moment donné comment la rendre un petit peu habitable au quotidien, et là je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'autoradio, ça n'avait pas tilté au début, il y avait un cache devant l'autoradio, donc j'ai enlevé le cache en m'attendant à trouver un câble, et en fait non, l'option pré-câblage autoradio, donc même pas l'option autoradio, le pré-câblage autoradio n'avait pas été sélectionné, ce qui fait que derrière le cache, il n'y avait rien, il n'y avait même pas le faisceau. Donc il y avait deux possibilités, bidouiller le faisceau de la voiture pour raccrocher un autoradio, ou alors, et ça me plaisait pas tellement, donc j'ai préféré essayer de chercher le bout de faisceau qui représentait l'option d'origine, et là ça n'a pas du tout été évident à trouver, puisque beaucoup étaient équipés de ça. Et quand on cherche sur Le Bon Coin ou un autre site de vente ce genre d'accessoires, on ne le trouve pas, parce que un bout de câble de 20 ou 30 cm, ça se vend pas, ça se trouve pas et personne ne sait ce que c'est. Donc ça a été un peu de la recherche, mais j'ai finalement réussi à le dégoter, à le monter sur la voiture, et puis tout fonctionne très bien dans une config le plus proche possible de l'origine. Je précise tout de même une chose, c'est que cette auto est vraiment dans son jus, elle est dans son état d'origine, sans aucune modification comme dit à part les jantes. Même l'intérieur est dans un état de conservation impressionnant. Je vous montre les photos, c'est vraiment une auto qui est vraiment très belle, qui est encore utilisable, et ça montre bien la durabilité de ce type de voiture. Donc globalement, toi, Christophe, tu as fait quoi, 15 000 km avec? Ouais, j'ai fait à peu près 15 000 km avec. Donc quand je l'ai récupéré, le moteur avait un souci, il cliquetait beaucoup. Je me suis dit qu'il suffirait de régler les culbuteurs en rentrant à la maison, mais après, en me penchant un peu sur la mécanique, j'ai vu que c'était pas ça. Et donc c'est du poussoir hydraulique, et en fait c'était l'arbre à cam qui était complètement mangé, c'est la maladie de ces moteurs-là. Et suite certainement à une huile un petit peu trop moderne qui a été mise dedans les dernières années. Donc ça, c'était un petit peu dommage. Donc j'ai refait aussi tout ce qui était frein, entretien moteur, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai qu'au niveau budget entretien, ça n'a rien à voir avec une voiture moderne. Là, on fait une vidange avec de l'huile qui est conseillée pour cette voiture-là, et la moins chère qu'on trouve aujourd'hui en supermarché. C'est le bidon de Shell jaune que tout le monde voit bien. Ça coûte rien du tout. Même si la vidange est fréquente, elle est facile à faire. Les pièces sont pas chères. Tout ce qui est pièces d'usure se trouve sans problème. Donc on a vraiment effectivement une voiture qui peut faire une seconde voiture et qui coûte pas très cher, qu'on s'en serve ou qu'on s'en serve pas d'ailleurs. Le peu d'entretien qu'il y a à faire dessus est très très raisonnable. Maintenant, par rapport à ton usage, à quoi tu destines réellement cette auto? Alors cette voiture, c'est la voiture plaisir, c'est-à-dire pour le quotidien, j'ai la Ioniq. Il m'arrive de temps en temps de la prendre pour aller au travail, voilà, pour changer un petit peu le quotidien. Ou alors pour me faire plaisir lors des week-ends ou des sorties entre copains ou entre possesseurs de BM. Et c'est aussi la voiture éventuellement qui peut servir en secours si jamais je suis coincé au niveau autonomie avec la Ioniq pour un long trajet imprévu. Voilà, elle est là, à l'affût dans le garage, prête à sortir, toujours prête à rouler. Ce qui est bien avec ce type de voiture, c'est qu'effectivement, on a quelque chose qui n'est pas forcément la voiture la plus performante du monde, mais c'est fiable, ça démarre quand on en a besoin, et finalement, quand il s'agit d'une voiture en complément de la voiture du quotidien, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa d'avoir ce genre d'auto qui coûte pas trop cher, ni en assurance, ni en carburant, et puis de pouvoir la sortir de temps en temps pour finalement retrouver les sensations qu'on avait auparavant. Après cette petite interview, il était temps d'aller se promener et profiter du soleil. Je vous laisse avec quelques images de cette magnifique E30.
Elle est magnifique hein, cette E30, et croyez-moi elle est choyée. Mais il y en a une deuxième qui est choyée également par Christophe, et je vous propose de la découvrir maintenant. Donc aujourd'hui, on revoit Christophe une deuxième fois pour la BMW E12, qui est une série 5 525 à carburateur, dont Christophe va vous parler maintenant. Il y a beaucoup d'histoires dans cette voiture. Il y a des gens qui m'ont aidé, il y a des belles rencontres qui se sont faites aussi autour de ça. Et tout ce que vous savez sous les yeux, en fait, c'est un peu un puzzle de tout ça, même jusqu'au t-shirt. Hein. Donc j'en profite pour remercier tous les gens qui m'ont aidé à mener à bien ce projet, hein, à commencer par Daniel. Ensuite, il y a eu aussi la personne qui a transporté cette voiture, qui participe aussi à l'histoire. Je pense qu'il en gardera un bon souvenir si jamais il voit cette vidéo avec les anecdotes qu'on a eues avec. Ensuite... elle est passée par la clinique de quelqu'un que vous avez déjà vu au choucroute garage hein, pour la remise en route. Et c'est l'occasion de le remercier aussi. Et puis après, il y a tout un tas de petites pièces, hein, les jantes qui sont venues par après là aussi sur un coup de chance. Ensuite, les roues qui ont servi le temps de la réfection des jantes m'ont aussi permis de faire une très belle rencontre qui est maintenant un très bon ami et qui m'a offert justement ce t-shirt. Puis voilà, cette voiture, c'est un peu moi qui l'ai refaite et qui lui ai donné une deuxième vie avec tous ses amis. Et puis il y a une trace de tous ses amis sur la voiture. Donc voilà, ça contribue aussi au plaisir que j'ai de rouler avec. Au-delà de l'histoire que tu peux avoir avec cette auto, dis-nous un petit peu, donne-nous un peu les caractéristiques de cette voiture. C'est ma première voiture qu'on m'a donnée alors que je venais juste d'avoir le permis. J'ai pas eu les moyens ni le temps de la remettre en route tout de suite. Ça a attendu quelques années, mais bon, finalement ça s'est fait. Il y avait un petit peu de travail et voilà, elle est maintenant sur la route. Donc le moteur est un 2,5 litres, carburateur, 150 chevaux, avec un carburateur Solex 4A1 pour ceux qui connaissent, une petite usine à gaz à régler. Il y en a beaucoup qui les remplacent pour que ce soit plus simple, certainement plus efficace aussi. Moi j'ai voulu jouer un petit peu l'authenticité, puis j'avais envie de me battre avec la bestiole pour la mettre au point le mieux possible. Et puis bon, le résultat me convient, même si je sais qu'il n'est pas parfait. On est dans une philosophie un petit peu différente de la E30. On est un cran plus ancien quand même. On le sent à la conduite, on le sent à la position aussi dans la voiture, à la disposition des commandes et un petit peu à la rusticité de la chose aussi. Donc, contrairement à la E30 qui a pas mal d'options, celle-là on a vraiment peu, voire pas du tout. Je vous avouerai que j'ai pas regardé la liste exactement. On est sur une voiture donc à carbu qui donne des sensations un petit peu radicalement même différentes des voitures d'aujourd'hui. On sent vraiment qu'entre notre pied et la route, il y a une tringlerie, de l'air qui se mélange à de l'essence, qui explose, qui pousse des pistons, qui font tourner une roue. Il n'y a aucune aide à la conduite, aucune assistance, pas un ABS, rien du tout. On est vraiment dans du rustique. Alors ça incite quand même à une certaine prudence, mais ça permet aussi de sentir la route, hein, tout simplement. On est beaucoup plus au contact avec ce qu'on fait. On conduit, comparé à une voiture d'aujourd'hui et comparé à la Ioniq où on commence à être un peu entouré de pas mal d'outils qui nous aident au quotidien. Là c'est juste l'homme et la machine hein, qui font le truc. La voiture incite un petit peu à s'amuser quand on est passionné, qu'on a envie d'en profiter, on a envie de la faire chanter un petit peu. On est sur une voiture qui est plutôt confortable hein, dans sa configuration d'origine, voire même un peu molle, hein, diront certains. Beaucoup qui font de la rénovation là-dessus, changent les cylindres blocs, les amortisseurs, etc. pour passer dans une gamme un petit peu plus rigide. Moi j'ai fait le choix de garder la configuration originale, alors c'est un petit peu un bateau, diront certains, mais une fois qu'on l'a bien inscrite dans le virage, la voiture tient sa trajectoire sans problème. Les freins de la voiture sont assez performants, c'est quelque chose qui est reconnu sur ce modèle-là, il n'y a pas besoin de changer, hein, ça marche très bien. C'est des étriers fixes à 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière. Ça donne vraiment un résultat assez sympa. Cette voiture-là était aussi reconnue pour son confort d'habitacle. Du point de vue du chauffage en hiver, c'est quelque chose de vraiment pas mal fait. On a beaucoup de réglages. Au quotidien, en roulant normalement, on peut être entre 10 et 11 litres. Voilà, donc on va dire ça vaut pas trop le coup de faire de l'éco-conduite pour gagner le demi-litre.
Par contre, on peut aussi se faire plaisir sans consommer non plus énormément plus de temps en temps. Mais bon, ça reste quand même une voiture qui économiquement au quotidien aujourd'hui ne passe plus les critères, quoi. C'est une voiture plaisir, voilà. Donc la voiture a 325 000 km aujourd'hui. Quand je l'ai eue, elle avait un petit peu moins de 300 000. Le moteur était malheureusement plus en état, hein. Donc il a fallu en trouver un autre qui a été beaucoup plus facile que ce que j'aurais pu imaginer quand j'ai découvert ça, où j'étais un petit peu dépité. Et du coup, le moteur que j'ai trouvé avait 78 000 km quand je l'ai mis dans la voiture, donc là il en a un petit peu plus de 100 000, ce qui laisse quand même un potentiel kilométrique assez impressionnant à la voiture. Surtout que le problème moteur était en partie dû à son arrêt prolongé, hein. Donc tant que la voiture roule, il n'y a pas de raison d'avoir des soucis. Quand tu as eu la voiture, tu as fait énormément de travaux. Et je voulais en profiter pour avoir un peu tes conseils à quelqu'un qui va acheter une voiture ou qui va recevoir une voiture ancienne. Quelles sont les choses à faire pour rouler en toute sécurité? Parce qu'aujourd'hui, le tout, c'est pas d'acheter une voiture qui a des pièces qui ont 30 ans. Il y a quand même des pièces qui vieillissent avec le temps et qu'il faudrait changer. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire sur une voiture avant de l'utiliser? Il y a plusieurs choses et il y a plusieurs cas d'achat, on va dire. Pour cette voiture-là, c'est un peu particulier parce que c'était une remise en route, hein, elle n'avait pas roulé pendant 22 ans. Donc là, il y a des travaux qui sont quand même conséquents, hein, même au niveau du moteur. Enfin, il y a eu énormément de choses à faire. Donc là, on remplace naturellement les choses. Après, on a vu la E30 aussi la dernière fois. On est dans un cas de figure, on a une voiture qui roule. Et j'ai envie de dire, c'est là qu'il faut être prudent. Alors dès que j'achète une voiture qui a un peu plus d'une dizaine d'années, je le fais aussi pour mes modernes, sauf si elles sont très très récentes, je remplace tout un tas de choses. C'est-à-dire l'historique de la voiture qu'on me dit, c'est une chose. Après, il y a mon historique à moi. Donc ça passe par le remplacement des fluides, déjà tous, le remplacement des durites, au moins de carburant, si ce n'est de liquide de refroidissement aussi, si je les trouve un peu dures ou qu'elles ont un aspect bizarre ou qu'il y a eu des traces de fuite. Pour moi, c'est indispensable et je l'inclus dans mon budget d'achat. Ça veut dire que je me laisse une marge pour faire ça et je le fais systématiquement dès que je reçois la voiture. Comme ça, je pars sur une base saine que je connais et avec un degré de fiabilité qui pour l'instant m'a pas laissé au bord de la route. Donc le conseil que je peux donner, c'est ça, c'est de réserver un peu d'argent pour faire les travaux minimaux qui permettent de se rassurer et de partir sereinement. Merci Christophe, ça c'est très très important effectivement, je pense pour tous les gens qui veulent avoir une voiture ancienne et ne pas en subir les affres parce que des fois c'est très très compliqué d'utiliser une voiture ancienne si on s'y connaît pas. Donc soyez de toute façon un petit peu bricoleur quoi qu'il arrive. Voilà, sur ce modèle-là, oui, c'est clair qu'il vaut mieux l'être. Hein, parce qu'il y a toujours un petit quelque chose à toucher, un petit quelque chose à régler, surtout au niveau de la carburation. Hein, si on garde le carbu d'origine, c'est le choix que j'ai fait. Il faut tripoter un peu dedans pour l'adapter un petit peu aux conditions. Enfin, voilà. Il faut toujours avoir une clé à portée de main. Les pannes sont jamais bien graves. Les réglages sont à faire. C'est à la portée de tout le monde qui s'intéresse un petit peu à la chose. Mais je pense effectivement que sur une voiture de ce âge-là, il faut s'intéresser à ça sous peine d'y consacrer un budget vraiment important. Autre point qui est très très important à mon sens, c'est bien de se dire qu'une voiture ancienne, vous allez y mettre de l'argent. Sachez qu'il est très compliqué de l'assurer à sa vraie valeur. Donc aujourd'hui, une voiture comme cette superbe BMW est garantie au tiers. Donc imaginez un accident et vous perdez tout ce que vous avez. Donc n'oubliez pas non plus que une auto de ce type-là, il va falloir l'utiliser avec beaucoup de prudence. C'est pas fait pour attaquer, hein. Moi j'en fais un usage balade, j'en prends effectivement grand soin. Après ça permet aussi de payer une assurance beaucoup moins chère. On est aussi sur une voiture qui est ancienne, qui est jolie, mais qui n'a pas non plus spécialement de valeur. Je veux dire, c'est un modèle de milieu de gamme qui n'est pas forcément optionné. Alors ça veut pas dire que ça intéresse pas les voleurs, mais ça veut dire que ça n'a pas une valeur monumentale. Dans l'état dans lequel c'est... on va dire là, ça, si je voulais la vendre sans faire un billet dessus, je dirais que ce serait à peu près entre 3 et 5 000 euros. Il y a peut-être des gens qui me contrediront, hein, mais je pense que c'est ce que ça vaut. Et moi, je ne mettrai pas plus d'argent là-dedans. On est dans un état carrosserie qui est loin d'être impeccable. On sait que c'est des gros frais. L'avantage, c'est qu'elle roule. C'est ça qui fait sa valeur. C'est que pour moi, on peut prendre la route et vraiment faire 1000 km sans aucun problème. Parce que elle n'avait pas tourné pendant 6 mois juste avant que je vous parle. Là, il y a quelques jours, je l'ai remis en route et j'ai déjà fait 600 km avec et il n'y a strictement rien eu. C'est comme si je l'avais arrêté hier. Donc ça, pour moi, c'est la fiabilité et c'est ça qui a de la valeur à mes yeux sur cette voiture-là. La carrosserie, elle fait partie de l'histoire de la voiture. Petite précision, la voiture sort du contrôle technique de ce matin et haut la main. Donc, Christophe,
Qu'est-ce que tu voudrais encore faire, changer sur cette voiture? Bon, alors mon rêve le plus fou, c'est de refaire la carrosserie, hein. On aime bien avoir une belle voiture, donc voilà, pour ça il faudrait tout démonter, il faudrait retraiter, il y a des petites zones en surface qui sont pas impeccables non plus, donc voilà, faudrait le faire. Après, quand je vois le temps que je n'ai plus aujourd'hui et le budget que ça coûterait, et puis aussi le soin que ça m'imposerait d'en prendre, parce qu'aujourd'hui c'est une voiture avec laquelle je peux aller n'importe où, je peux la laisser sur un parking, il y a des pocs, il y a des rayures, des choses comme ça, même si on les voit pas forcément à la caméra, dès qu'on s'approche on le voit, puis surtout on le sait, le jour où elle est impeccable, je me dis j'ose peut-être plus sortir avec, je ferai beaucoup plus attention et quelque part vu que ce qui me plaît moi c'est de rouler dans les différents véhicules que j'ai, bah, ça va me freiner sur ce côté-là. Donc je me dis je la laisse comme ça, du moment que je la protège de la corrosion et des méfaits du temps, je pense que je vais la laisser comme ça. Si je voulais la vendre à sa valeur sentimentale, il n'y aurait aucun acheteur, donc je ne retrouverai pas l'argent que je mettrais là-dedans. Donc pour moi ça n'a vraiment aucun intérêt, ni financier, ni d'usage. Voilà, on est au bout de cet épisode et très sincèrement, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'important aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir donné la parole à quelqu'un qui a l'esprit suffisamment ouvert pour embrasser l'avenir et le passé. Et ça, c'était l'origine du Choucroute Garage, c'est pour ça que j'avais fait cette chaîne au départ. Aujourd'hui, la conclusion que je voudrais tirer de cet épisode, c'est qu'on peut aimer les voitures électriques, en tirer les bénéfices, en tirer les profits au quotidien, et à côté de ça, apprécier énormément les voitures anciennes. Très sincèrement, aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir eu quelqu'un comme Christophe qui aura finalement illustré le propos qui veut que eh bien, il n'y a pas de bonnes, il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a que des points de vue différents. Et sur ces bonnes paroles, on se retrouve avec Christophe pour le mot de la fin. Christophe, merci infiniment, merci d'avoir pris le temps de me montrer tes voitures, de faire ces tournages et on espère que elles vont rouler encore très très longtemps et que tu te feras encore énormément plaisir avec ces autos. Merci Christophe. Merci au Choucroute Garage et merci à tous. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt. Ciao. Salut. Depuis quelque temps, YouTube préconise la mise en place de coupures publicitaires, simples ou multiples, dans les vidéos. Ceci doit permettre aux créateurs de gagner plus d'argent et donc d'investir pour faire de meilleures vidéos et d'en faire plus. Je pense qu'il est possible de faire aussi bien sans ce désagrément. Vu que 60% des personnes regardant les vidéos ne sont pas des abonnés, le fait de s'abonner va permettre à la chaîne de développer son audience et son référencement. Si vous souhaitez que je continue à faire des vidéos sans coupure, merci de vous abonner et cela évitera d'avoir recours à ce type d'artifice pour pouvoir continuer à investir dans la production de ces vidéos. Merci d'avance.